Lors de notre dîner du réveillon du Nouvel An, mon fils leva son verre et dit « J'espère que c'est le dernier Nouvel An de papa dans cette maison. » Tout le monde rit. Je souris à mon tour. J'avais perçu la menace dissimulée dans ses mots, mais je restais calme. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais déjà passé un coup de téléphone. Et le lendemain matin, quand les voitures de police s'engagèrent dans mon allée, son monde entier s'effondra. Le téléphone sonna par un froid matin de novembre, ce froid particulier qui s'installe jusqu'aux os quand on vit seul dans une maison de pierre. Je me tenais à la fenêtre de la cuisine, regardant le givre gagner les pommiers, quand la sonnerie déchira le silence. Un instant, je songeais à laisser le répondeur s'en occuper, mais quelque chose me fit traverser la pièce et décrocher. « Papa !» Je me figeai. C'était la voix de Brandon, mon fils qui n'avait pas appelé depuis 4 mois, pas depuis notre dispute amère de juillet, quand il s'était planté dans cette même cuisine pour me dire que j'étais têtu, que je gâchais ma vie en m'accrochant à une terre que je n'étais plus capable de gérer. « Brandon, dis-je prudemment. C'est une surprise. » Un silence, puis sa voix revint, plus douce, presque chaleureuse. « Papa, je suis désolé, j'ai beaucoup réfléchi à ce que j'ai dit et j'avais tort, je n'aurais pas dû te presser comme ça. » Je ne répondis rien, j'attendis. En 64 ans, j'avais appris que le silence en dit souvent plus long que les mots. « Je me demandais, continua Brandon, si on pourrait venir te voir pour le Nouvel An. Nous tous, Vanessa, Ethan, Lily, les enfants manquent de leur grand-père. Tu me manques, papa. Je voudrais qu'on reparte de zéro. Repartir de zéro. » Les mots restèrent suspendus dans l'air comme le brouillard matinal sur le fleuve Columbia. Une partie de moi voulait le croire, voulait croire que mon fils avait retrouvé le sens des réalités, que la famille comptait encore, mais une autre partie, celle qui avait passé 8 ans à apprendre à faire confiance à ses propres instincts, retenait son élan. « Ce serait bien, m'entendis-je dire, vraiment bien. »« Super, papa, on s'organise alors. Je te rappelle la semaine prochaine avec les détails. » Après avoir raccroché, je restais là, le téléphone toujours en main, les yeux perdus sur le verger qui s'étendait sur 220 acres de la vallée de Wenatchee. Au-delà des branches nues, on devinait à peine les cascades se dresser contre le ciel pâle de novembre. Pour comprendre pourquoi cet appel m'avait ébranlé, il faut savoir qui je suis. Pas seulement mon nom, Thomas Hargrove, mais la plupart des gens m'appellent Tom, mais la vie que j'ai bâtie ici au fil de 40 années. J'ai acheté cette terre en 1985, la même année où Brandon est né. Ma femme Caroline était alors enceinte, rayonnante de détermination. Nous étions jeunes, sans le sou et peut-être un peu fous d'engager tout ce que nous avions dans 220 acres de sol rocailleux de l'État de Washington et une ferme de pierre datant des années 1920. L'endroit avait tout à faire. Un nouveau toit, une nouvelle plomberie, une grange qui ne penchait pas comme un ivrogne un samedi soir. Mais Caroline voyait ce que cela pourrait devenir. Elle voyait toujours. Nous avons planté les premiers pommiers ce printemps-là, travaillant côte à côte jusqu'à avoir le dos brisé et les mains en sang. Honeycrisp, Gala, Granny Smith. Nous avons construit ce verger rang par rang, saison après saison, tandis que Brandon grandissait, passant du nourrisson au garçon qui aimait courir entre les arbres, son rire résonnant dans toute la vallée. Puis vint Grace 3 ans plus tard, notre fille, qui ressemblait tellement à sa mère que cela me serrait parfois la poitrine rien que de la voir sourire. Elle avait hérité de l'esprit pratique de Caroline, de son sens des chiffres et de l'organisation. Grace tenait les comptes pendant que je m'occupais du travail physique, la taille, les traitements, la récolte. Pendant 33 ans, Caroline et moi avons travaillé cette terre ensemble. Nous nous sommes forgé une réputation fondée sur la qualité, sans avoir besoin de la vanter. Ce n'était pas seulement une ferme, c'était notre vie, notre héritage, la preuve que 2 êtres partis de rien, avec pour seul bagage leur volonté et l'amour qu'ils se portaient, peuvent construire quelque chose qui compte. Puis, en 2016,
Caroline tomba malade. Elle se battit pendant 2 ans. Elle se battit avec une rage farouche, animée de la même détermination qu'elle apportait à tout. Mais certains combats ne se gagnent pas. En novembre, il y a 8 ans, je la perdis. Elle n'avait que 53 ans, j'en avais 56. J'avais pensé à vendre après. J'y pensais chaque matin en me réveillant dans un lit vide. Mais à chaque fois que je parcourais les allées du verger, je sentais Caroline là, dans les arbres que nous avions plantés ensemble, dans la terre que nous avions travaillée, dans les murs de pierre de la maison que nous avions reconstruite de nos mains. Alors je suis resté. Grace comprenait. Elle venait 2 fois par mois, appelait chaque dimanche sans faute, aidait pendant la saison des récoltes. Elle ne m'a jamais, pas une seule fois, suggéré de vendre. Elle n'a jamais eu l'air de penser que je m'accrochais au passé. Elle sait que cet endroit est bien plus que de la terre et des arbres. C'est la mémoire faite solide. C'est l'amour qui a survécu à la perte. Brandon, en revanche, avait changé après la mort de sa mère. Ses visites s'espaçaient. Et quand il venait, une tension s'installait toujours. Des questions sur la succession, sur la valeur du terrain, sur les options que j'envisageais. Il avait ouvert une entreprise de construction à Spokane, et d'après le peu qu'il partageait, les affaires n'allèrent pas fort. Sa femme Vanessa travaillait dans l'immobilier commercial, toujours impeccablement vêtue, téléphone en main. Les petits-enfants, eux, Ethan, 9 ans, et Lily, 6 ans, avaient encore cet émerveillement dans les yeux quand ils venaient. Ils voulaient grimper au pommier, chasser les chats de la grange, écouter des histoires sur leur grand-mère. C'est à cela que je me raccrochais. C'est pourquoi cet appel m'avait tellement secoué. 4 mois de silence, rompus par des excuses et une invitation. Un nouveau départ, avait-il dit. Une partie de moi voulait désespérément y croire. Une partie de moi se souvenait de tous les conseils que Caroline m'avait donnés au fil des années, résumés en une vérité qu'elle avait formulée plus d'une fois. « Fais confiance à tes enfants, Tom. Mais fais-toi confiance, d'abord. » Je reposai le téléphone sur le comptoir et retournai à la fenêtre. Le givre s'était étendu, dessinant sur la vitre des motifs délicats qui fondraient à midi. Au-delà, mon verger attendait 220 acres de branches nues qui refleuriraient au printemps, comme toujours. Dans ma main, mon téléphone vibra, un message de Brandon. Trop impatient. « Papa, je t'aime cœur. » Je fixai ces derniers mots un long moment. Puis je pensai à la mise en garde de Caroline et me demandai si, peut-être, j'aurais dû me faire davantage confiance qu'à mon fils. J'avais besoin d'air. Après avoir raccroché avec Brandon, je restai dans cette cuisine ce qui me parut 1 heure, mais ne fut sans doute que quelques minutes. Les murs semblaient trop proches, le silence trop bruyant. Alors j'enfilai ma veste de travail, la veste en toile, celle que Caroline avait rapiécée tellement de fois au coude gauche que les pièces avèrent des pièces, et je sortis. Le froid me frappa de plein fouet. Novembre dans la vallée de Wenatchee ne plaisante pas. Le givre s'était répandu partout dans la nuit, argentant l'herbe et transformant chaque souffle en nuage blanc. Mes bottes craquèrent sur le sol gelé tandis que je m'avançais vers le verger, et ce son me ramena à moi-même. 220 acres s'étendaient devant moi en rangées nettes. Même dépouillés de leurs feuilles, les arbres conservaient une certaine dignité. Les Honeycrisp les plus proches de la maison tendaient à leurs branches comme des bras en prière. Plus loin, les Galas, mes fidèles chevaux de trait, et au fond, là où la terre s'inclinait doucement vers l'est, les Granny Smith se tenaient comme des sentinelles, leurs troncs épais et noueux par des décennies de climat du Washington. Je parcourus le premier rang, laissant lentement ma main glisser sur l'écorce rugueuse. À l'ouest, les cascades se dressaient, blanches et nettes, contre le ciel pâle du matin. À l'est, à travers les branches nues, on devinait le fleuve Columbia serpentant dans la vallée comme un ruban d'argent. L'est du Washington n'est pas comme l'ouest. Ici, il tombe à peine 25 cm de pluie par an. L'air est sec,
les étés chauds, les hivers pénétrants, mais cette sécheresse rend nos pommes parfaites, une douceur concentrée, une chair croquante, le genre de fruit qui fait s'arrêter les gens au milieu d'une bouchée pour goûter vraiment ce qu'ils mangent. Je m'immobilisai au milieu de la section des Honeycrisp et fermai les yeux. En me concentrant, je pouvais presque revoir cet endroit tel qu'il était lors de ce premier printemps de 1985. Nous avions 25 et 22 ans, Caroline et moi, et nous n'avions aucune raison sérieuse d'acheter une ferme. Quand nous avions vu l'annonce « 220 acres, ferme en pierre à rénover », elle m'avait regardé de ses yeux gris clairs et avait dit « C'est ça, Tom, c'est ici que nous commençons. » À rénover s'avéra être le doux euphémisme du siècle. La maison reposait sur de bonnes fondations, construites en 1924, mais presque tout le reste était à refaire. Le toit fuyait en 6 endroits. La plomberie était un désastre. La grange penchait tellement vers la gauche qu'on aurait presque pu s'en servir comme cadran solaire. Mais Caroline voyait du potentiel là où je ne voyais que des problèmes. Elle était enceinte de 7 mois, et là, elle était, pinceau à la main, refusant de me laisser tout faire seule. Nous avons gratté et peint chaque pièce, arraché les vieilles canalisations pour en poser de nouvelles, réparé le toit au goudron et à la prière, rebâti la grange de fond en comble. Et quand le printemps arriva enfin, nous plantâmes nos premiers arbres. Je me souviens de ce jour avec une netteté parfaite. Mes mains étaient à vif d'avoir creusé dans la terre rocailleuse. Le dos de Caroline lui faisait mal. Elle pouvait accoucher d'un jour à l'autre, et pourtant, elle était là, à côté de moi, déposant chaque jeune pousse dans son trou avec le soin que l'on réserve aux nouveau-nés. « Ces arbres sont l'avenir de Brandon », dit-elle en tapotant la terre autour d'un jeune gala. « Quand il aura notre âge, il parcourra ces rangées et se souviendra que nous les avons plantés ensemble. Au fil des années, nous sommes devenus de vrais associés. Je m'occupais du travail physique, la taille, la lutte contre les parasites, l'irrigation, la récolte. Caroline gérait tout le reste. Elle tenait les comptes avec précision, suivait chaque dépense et chaque vente. Elle négociait avec les acheteurs, organisait les marchés de producteurs, préparait des tartes aux pommes et du beurre de pommes à vendre avec les fruits frais. Elle était ma force quand je voulais abandonner. Il y eut de mauvaises années, gelées tardives, canicules précoces, grêles qui dénudaient les arbres. Mais Caroline s'asseyait à la table de la cuisine, épluchait les chiffres, puis relevait les yeux vers moi avec une certitude absolue. « On s'en sortira, Tom. On s'en sort toujours. » Puis vint 2014. Elle commença à ressentir une fatigue qui ne cédait pas au sommeil. Le diagnostic tomba en janvier 2015, stade avancé, mauvais pronostic, option de traitement limitée. Caroline se battit pendant 2 ans. Elle ne se plaignit jamais, pas une seule fois. Elle continua à tenir les comptes depuis sa chambre d'hôpital. Continua à s'enquérir de la récolte. Continua à me rappeler de bien tailler les galas au printemps. En novembre 2016, la première neige arriva tôt. Je me souviens d'être resté à la fenêtre de la chambre, à regarder les gros flocons tomber sur le verger. Caroline était au lit, plus maigre que je ne l'avais jamais vue, mais elle sourit en voyant la neige. « Les arbres vont se reposer maintenant », murmura-t-elle. « C'est bien. » Elle s'en alla cette nuit-là, pendant que la neige continuait de tomber et que le verger s'endormait pour l'hiver. Pendant quelque temps, j'avais pensé à vendre, mais chaque fois que je parcourais ces rangées, je sentais Caroline ici, dans les arbres que nous avions plantés ensemble, dans les murs de pierre que nous avions reconstruits, dans la terre que nous avions travaillée jusqu'à ce qu'elle soit capable de donner la vie. Au fil des années, les promoteurs commencèrent à tourner autour. J'ai reçu des offres, de bonnes offres. L'année dernière, quelqu'un est monté jusqu'à 4,2 millions de dollars, paiement comptant, clôture en 30 jours. J'ai tout refusé. Ce n'est pas une simple propriété.
C'est Caroline. Ce sont les premiers pas de Brandon entre les pommiers et Grace apprenant à conduire sur les chemins de terre entre les parcelles. Ce sont 33 ans de mariage, 33 ans à construire quelque chose qui compte. Quand je finis par rentrer dans la maison, je m'arrêtais dans le salon. Sur la cheminée trône une photographie dans un cadre de bois simple. Caroline, jeune et rayonnante, tenant le nourrisson Brandon dans ses bras. Elle le regarde avec un amour si farouche que cela me serre encore la poitrine aujourd'hui. Derrière elle, par la fenêtre, on aperçoit tout juste le jeune verger, nos premiers arbres, à peine plus que des pousses. Je restais longtemps à contempler cette photographie et je me demandais, se souvient-il? Mon fils se souvient-il de l'amour que sa mère portait à cet endroit? Comprend-il que, quand elle regardait ces arbres, elle voyait son avenir? Ou a-t-il oublié, comme nous oublions tous ce qui compte le plus, jusqu'à ce qu'il soit trop tard? Le téléphone sonna le dimanche matin à 9 heures précises, comme à l'habitude. J'étais assis à la table de la cuisine avec mon deuxième café, le journal du Wenatchee World étalé devant moi. Bien que je fixe le même article depuis 10 minutes sans vraiment le lire, l'esprit revenant sans cesse à l'appel de Brandon, le retournant dans tous les sens. Quand je décrochai et entendis la voix de Grace, chaleureuse et familière comme un vieux pull, quelque chose se dénoua dans ma poitrine. « Bonjour, papa. Comment tu tiens le coup ?» C'était Grace, toujours à prendre des nouvelles, toujours sincèrement désireuse de savoir. Pas un « comment ça va ?» de politesse, mais une vraie question qui méritait une vraie réponse. « Oh, tu sais, dis-je en écartant le journal, comme d'habitude. Et le semestre, ça avance ? Dur. J'ai un séminaire sur le monachisme médiéval qui me donne du fil à retordre. 18 étudiants convaincus que les moines ne faisaient que recopier des manuscrits en buvant de la bière. Elle rit, et ce rire ressemblait tellement à celui de sa mère que je dus fermer les yeux un instant. Et le verger, le gel de jeudi n'a pas fait de dégâts? Rien de sérieux. Quelques petites branches tombées sur les Honeycrisp, mais les arbres sont en dormance de toute façon. Nous retrouvâmes notre rythme habituel, elle me parlant de ses recherches, moi de la ferme. Grace enseignait l'histoire au campus de Spokane de l'Université d'État de Washington, spécialisée dans l'Europe médiévale. Elle venait 2 fois par mois comme une horloge, prêtant toujours main forte à ce qui devait être fait. En saison de récolte, elle prenait 1 semaine de congé pour travailler avec moi et les employés. Et elle n'avait jamais, pas une seule fois en 8 ans, suggéré que je devrais songer à vendre la ferme. Elle comprenait comme Caroline avait compris. Alors, dit Grace, et je perçus ce glissement dans son ton, de la conversation légère vers quelque chose de plus sérieux. Il s'est passé quelque chose cette semaine? J'hésitai, bus une gorgée de café refroidi. Brandon a appelé. Silence à l'autre bout. Pas le silence confortable de quelqu'un qui réfléchit, mais celui, chargé, de quelqu'un qui choisit ses mots. Ah oui, se dit finalement Grace. Pas une question. Une constatation, plate et prudente. Jeudi matin, sans prévenir. Je m'efforçais de rester neutre. Il voulait s'excuser pour ce qui s'était passé en juillet. Demandait s'il pouvait venir pour le nouvel an, lui, Vanessa et les enfants. Nouveau silence. Puis, « Papa, sois prudent. »« Prudent, Grace, c'est ton frère. Je sais qui il est. » Sa voix gardait sa douceur, mais il y avait de l'acier dessous. Je sais aussi qu'il n'appelle que quand il veut quelque chose. Je sentis ma mâchoire se crisper. Ce n'est pas juste. Les gens peuvent changer. Peut-être qu'il a réfléchi à la famille. Il avait l'air sincère. Oui, dis-je, peut-être trop vite. Il avait l'air épuisé, comme s'il avait souffert de cette distance entre nous, comme s'il voulait vraiment arranger les choses. J'espère que tu as raison, papa. Vraiment. Grace soupira. Mais tu dois comprendre quelque chose. Après la mort de maman, j'étais là. J'ai vu ce qui s'est passé. Brandon a changé.
pas progressivement. C'était presque immédiat. Aux funérailles, il te posait déjà des questions sur la succession, sur l'évaluation récente de la propriété. Il s'inquiétait. Il calculait, papa. La voix de Grace était triste plus qu'en colère. J'aime mon frère. Je veux croire le meilleur de lui. Mais ses visites sont devenues différentes. À chaque fois, les mêmes questions. Est-ce que des promoteurs t'ont contacté? As-tu réfléchi à ce qui arriverait à la ferme en vieillissant? Je voulus protester, mais elle continua. Et il y a les problèmes d'argent. À Noël dernier, quand je suis passé chez eux à Spokane avec des cadeaux pour les enfants, il y avait un avis collé sur la porte d'entrée. En tête de banque. Vanessa a ouvert, elle avait l'air tendue, l'ambiance dans la maison était pesante. Ethan et Lily étaient plus silencieux que d'habitude. Quelque chose ne va pas, papa. Financièrement. Je regardais fixement ma tasse de café. Pourquoi tu ne m'en avais pas parlé avant? Qu'est-ce que tu aurais fait? Proposer de l'aide. Tu sais que Brandon est trop fier pour ça. Mais papa, quand quelqu'un est désespéré par manque d'argent et que son père possède une propriété valant plusieurs millions, il faut au moins envisager que la réconciliation ne soit pas uniquement motivée par l'envie de renouer. C'est mon fils, dis-je doucement. Je dois croire qu'il est capable de changer. Je sais. Et je ne dis pas de ne pas les laisser venir, je dis note tout, garde une trace de vos conversations. S'il aborde le sujet de l'argent, de la ferme ou de ta succession, ne t'engage à rien sans avoir réfléchi. Parle peut-être à un avocat. Un avocat, Grace. Promets-moi juste d'être prudent, s'il te plaît. L'inquiétude dans sa voix m'atteignit plus que les mises en garde. Grace n'était pas portée au drame ni à la méfiance. Si elle était aussi préoccupée, peut-être que je devais l'écouter. Je serai prudent, dis-je, je te le promets. Merci. Je ne veux pas te gâcher ça. Si Brandon a vraiment changé, si son envie de renouer est sincère, ce serait merveilleux. Mais sinon, protège-toi, c'est tout ce que je te demande. Après avoir raccroché, je restai longtemps assis à cette table de cuisine. Café froid, journal oublié, 2 de mes enfants, un appel chaleureux plein d'excuses et de promesses. Un dimanche matin d'avertissement plein d'inquiétude et de prudence. La voix de Brandon. J'avais tort, papa. Peut-on tout recommencer? La voix de Grace. Sois prudent. Il n'appelle que quand il veut quelque chose. Je voulais croire Brandon. Je voulais croire que mon fils se souvenait de ce que cet endroit avait représenté pour sa mère. Mais les mots de grâce revenaient. Note tout. Il y a quelque chose qui cloche avec l'argent. Finalement, je décidai de leur faire confiance tous les deux, mais différemment. Et juste au cas où Grace aurait raison, je sortis un carnet du tiroir et y notai la date, l'heure et tout ce que Brandon avait dit lors de cet appel du jeudi matin. Noter tout, c'est ce que Grace avait demandé. C'est donc ce que j'allais faire. Après avoir raccroché avec Grace, je n'arrivais pas à me poser. Ces avertissements résonnaient dans ma tête, mais la voix de Brandon aussi, cette chaleur, ces excuses. J'avais besoin de comprendre comment on en était arrivé là, comment la distance entre nous s'était creusée à ce point. Je me retrouvais dans le bureau, une petite pièce attenante au salon que Caroline appelait mon « espace pour penser ». Des étagères du sol au plafond, garnies de manuels d'arboriculture, de dossiers fiscaux et d'albums photos accumulés sur 40 ans. Je sortis le plus ancien, couverture vert foncé, coin usé jusqu'au satin, et la portai au bureau près de la fenêtre. Un nuage de poussière s'éleva quand je l'ouvris. Quand l'avais-je feuilleté pour la dernière fois? Je passai les photos de bébé et arrivai à celle que je cherchais. Brandon entre 6 et 12 ans, à l'époque où il aimait encore cet endroit comme je l'aimais. Le voilà à 6 ans, debout à côté de moi dans le verger un matin de printemps. Il porte des gants de travail 3 tailles trop grands et son sourire édenté est immense. Je lui apprenais à tailler les branches basses sur les galas, et il s'y était appliqué avec une concentration si sérieuse. « Comme ça, papa ?» avait-il demandé une centaine de fois ce matin-là.
Exactement comme ça, fiston. La page suivante. Brandon a 8 ans, grimpé à mi-hauteur d'un Honeycrisp, regardant l'objectif avec une joie absolue. Caroline avait pris cette photo, lui criant depuis le bas « Brandon Joseph Hargrove, tu descends de là avant de te casser le cou ?» Une autre page. Brandon a 10 ans, pendant sa première vraie récolte. Le visage barbouillé de jus de pomme, les bras chargés de Granny Smith, l'air si fier. Il avait travaillé du lever au coucher du soleil ce jour-là, refusant de s'arrêter même quand je lui disais de souffler. « Je veux aider », avait-il insisté. « C'est notre ferme, papa. C'est mon rôle d'aider. » Et encore une. Brandon a 12 ans, planté devant la grange, les mains sur les hanches. Inconsciemment, il imitait ma propre posture. Caroline avait inscrit une légende sous la photo de son écriture soignée. Brandon dit qu'il veut diriger cette ferme un jour. Je crois qu'il le pense vraiment. Je fermai les yeux, laissant la douleur familière m'envahir la poitrine. Où est passé ce garçon? Brandon avait été un bon élève, assez bon pour décrocher une bourse partielle à l'Université d'État de Washington. Il avait choisi l'administration des affaires, pas l'agriculture, ce qui m'avait d'abord déçu, mais Caroline avait été pragmatique. Laisse-le trouver son chemin. Peut-être qu'il reviendra à la ferme avec des compétences en gestion qu'on n'a jamais eues. Il avait rencontré Vanessa en 3e année. Ils s'étaient mariés en 2010, lors d'une cérémonie modeste à Spokane qui ressemblait davantage à une fusion d'entreprises qu'à une fête. Il avait lancé son entreprise de construction juste après l'obtention de son diplôme, du résidentiel, des maisons pour primo-accédants. Les premières années, il avait bien marché. 3 maisons la première année, puis 5, puis 7. Puis Caroline était tombée malade et tout s'était décalé. Sa première visite après les funérailles remontait à décembre 2016, 3 semaines à peine après l'avoir perdue. Je m'attendais à ce qu'il veuille parler de sa mère, partager des souvenirs. À la place, il avait parcouru la maison comme s'il en faisait l'inventaire. La propriété avait-elle été évaluée récemment? À quoi ressemblait le plan successoral? Qui héritait s'il m'arrivait quelque chose? J'avais été trop engourdi pour être blessé, trop perdu dans ma propre torpeur pour voir ce qui se passait. Mais en regardant en arrière à présent, je le voyais clairement. Le moment où mon fils avait cessé de me voir comme son père et avait commencé à me voir comme un obstacle entre lui et quelque chose qu'il convoitait. Les visites qui suivirent obéissaient à un schéma. Il venait tous les quelques mois et quelque part dans la conversation, il revenait toujours aux mêmes questions. Des promoteurs avaient-ils pris contact? Avais-je réfléchi à ce que je ferais de la ferme en prenant de l'âge? Savais-je ce que valait le terrain maintenant? À chaque fois, je mettais fin à la discussion. À chaque fois, la distance entre nous grandissait un peu plus. Mais je n'avais saisi l'étendue du désespoir derrière ces questions qu'au dernier Noël. Brandon était venu seul. Nous buvions un café dans la cuisine quand son téléphone avait sonné. Il avait regardé l'écran, le visage s'était tendu, et il m'avait demandé de l'excuser pour aller répondre dans la grange. Je ne cherchais pas à écouter. Mais la porte de la grange n'avait pas bien accroché, et les sons portent loin dans l'air froid. « J'ai juste besoin de plus de temps », disait la voix de Brandon, avec une tension que je ne lui avais jamais entendue. « Dis-lui que je suis bon pour ça. S'il te plaît, encore un mois. Une pause. » Je sais ce que j'ai dit. Je sais. Mais l'affaire est tombée à l'eau. Donne-moi jusqu'en février, je te jure. Sa voix s'était brisée. Je m'étais éloigné de la fenêtre, me sentant avoir empiété sur quelque chose de privé et de honteux. Plus tard, quand Vanessa était arrivée pour le reprendre, je les avais entendus dans la cuisine pendant que j'étais dans le salon. « C'est la dernière fois, Brandon », avait dit la voix de Vanessa, tranchante comme du verre brisé. « Je ne peux plus couvrir ça. On va tout perdre. La maison, l'entreprise, tout ce qu'on a construit. » Quand ils étaient sortis, le sourire de Vanessa était crispé et Brandon était blême.
Je les avais accompagnés jusqu'à la porte, avais en laissé mon fils et les avais regardés partir avec un malaise dans l'estomac. Mais je n'avais pas posé de questions, je ne voulais pas savoir. Je regardais de nouveau l'album. Brandon a 12 ans, promettant de diriger cet endroit un jour. Que s'était-il passé? L'échec commercial, c'était clair. Mais dans quelle mesure? Et pourquoi ne m'en avait-il jamais parlé? Peut-être que la mort de sa mère l'avait finalement rattrapé, pensais-je. Peut-être que 4 mois de silence avaient été pour lui le temps de faire son deuil, de comprendre que la vie était trop courte pour rester fâché. Peut-être que cet appel était sincère. Je voulais le croire, j'en avais besoin. Je refermai l'album avec soin et le remis sur l'étagère. C'est mon fils, pensai-je. Quoi qu'il lui soit arrivé, il est toujours mon fils. Ce garçon est encore là, quelque part. Je ne peux pas baisser les bras. En quittant le bureau, je jetai un dernier coup d'œil à l'étagère. L'album avec la photo du jeune Brandon en couverture, souriant, édenté, intrépide. « J'espère que tu es sincère quand tu parles de tout recommencer, dis-je tout bas. Mais la mise en garde de Grace chuchotait dans le fond de ma tête. Sois prudent, note tout. C'est donc ce que je ferai. Je laisserai Brandon venir pour le nouvel an. Je lui donnerai sa chance. Je le laisserai essayer de reconstruire ce que nous avions brisé. Mais je garderai les yeux ouverts. Pour comprendre lequel des deux Brandon était réel, la voix contrite au téléphone, ou l'homme désespéré dont Grace m'avait parlé, il me fallait revenir à juillet. 4 mois avant cet appel de novembre. 4 mois avant qu'ils disent « Je suis désolé, peut-on tout recommencer ?» d'une voix si sincère que j'avais failli le croire. 4 mois, exactement, depuis le jour où nous avions cessé d'être père et fils pour devenir autre chose. C'était un jeudi après-midi de juillet, en pleine chaleur, la chaleur de l'est du Washington qui donne l'impression d'être sur la surface du soleil. J'étais dans la grange à vérifier le matériel d'irrigation quand j'entendis un camion remonter l'allée. En sortant et en reconnaissant le Ford argenté de Brandon, ma première pensée fut « peut-être qu'il vient arranger les choses ». Il descendit du camion seul. Pas de Vanessa, pas d'enfant, juste Brandon en pantalon kaki et polo avec l'allure d'un entrepreneur prospère, même si quelque chose dans son visage semblait contracté. « Hé, papa !» Il esquissa un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « J'espère que ça ne t'ennuie pas que je n'ai pas appelé avant. » Je passais dans le coin pour affaires. Je me suis dit que je m'arrêterais. Je préparais le dîner, des steaks du boucher et des épis de maïs, des tomates du jardin. Nous mangeâmes sur la terrasse de derrière en regardant le soleil glisser vers les cascades. Pendant un moment, les choses semblèrent presque normales. Brandon demanda comment se présentait la récolte. Je lui dis que les Honey Crisp avaient l'air bien, mais que les galas avaient souffert d'une gelée tardive. « Comment vont les enfants ?» demandai-je. « Ethan a quoi, 9 ans maintenant ?»« Il vient d'en avoir 9. Il joue au baseball cet été, plutôt doué. Et Lily commence la maternelle en septembre. Je n'arrive pas à croire comme ils grandissent vite. » Son visage s'était adouci en parlant de ses enfants. L'espace d'un instant, j'avais revu le Brandon que je connaissais. « Tu aurais dû les emmener, dis-je. Ils adorent ça ici en été. » Son visage se referma aussitôt. Cette brève chaleur disparut. Vanessa est prise par le travail, c'est compliqué. Nous finîmes de manger tandis que le ciel virait à l'orange et au rose. Brandon m'aida à débarrasser, je fis du café. Quand nous nous installâmes de nouveau sur la terrasse, j'attendis, car je le sentais. Ce pourquoi il était vraiment venu, il y travaillait, se préparant à le dire. Finalement, il le dit. « Papa, tu as fait évaluer le terrain dernièrement ?» Je posai ma tasse avec soin. « Pourquoi tu demandes ?» Il y a un promoteur à Spokane, quelqu'un de sérieux. Il rachète des vergers dans la vallée, il propose des conditions incroyables. Des transactions en liquide, bien au-dessus du marché, clôture rapide.
Certaines familles ont pu prendre leur retraite tôt, voyager, profiter vraiment de leur vie. Brandon se pencha en avant, les coudes sur les genoux, sans réussir à soutenir mon regard. « Tu travailles cette terre depuis 40 ans, papa. 40 ans à te lever avant l'aube, à t'abîmer le dos, à te soucier de la météo, des parasites, des prix. » Sa voix prit une inflexion câline. « Tu ne penses pas que tu mérites de te reposer ?» Quelque chose de froid se posa dans ma poitrine. « Ta mère et moi avons parlé de beaucoup de choses, » dis-je doucement. Mais les endroits que nous voulions voir, ils étaient ici, ce verger, ces arbres, cette vie que nous avions construite ensemble. La mâchoire de Brandon se contracta. « Je dis juste que tu as des options. Tu as 64 ans. Ce n'est pas vieux, mais ce n'est plus jeune non plus. Et si quelque chose t'arrive, et si tu tombes d'une échelle? C'est moi qui déciderai quand je suis prêt à arrêter de travailler ma propre terre, coupai-je, sentant l'acier s'infiltrer dans ma voix. Pas avant. Grace ne peut pas gérer cet endroit. Son ton se durcit. Elle est professeure, papa. Elle ne connaît rien à l'agriculture. Et moi, j'ai ma propre entreprise, ma propre famille à faire vivre à Spokane. Alors c'est quoi le plan? Tu te tues à la tâche jusqu'à... » Il se rattrapa. Mais nous avions tous les deux entendu ce qu'il allait dire. Jusqu'à ce que tu sois mort. Jusqu'à ce que je décide, dis-je, détachant chaque mot. Ma terre, mon choix. Le silence qui s'abattit entre nous n'avait rien à voir avec le calme confortable du dîner. Il était lourd, chargé de ce que ni l'un ni l'autre ne disait. Brandon serrait sa tasse de café à 2 mains, les jointures blanchies. Finalement, il prit une grande inspiration et changea de sujet. « Et le système d'irrigation, il tient le coup ?» Mais la chaleur s'était dissipée. Nous étions 2 inconnus faisant la conversation, et nous le savions tous les deux. À 9 heures, Brandon se leva. « Je suis crevé, papa. Long trajet, je vais aller me coucher. » Il alla dans la chambre d'amis, ferma la porte, et je restai seul sur cette terrasse jusqu'à la nuit complète, à me demander ce qui venait exactement d'arriver à ma famille. Je me réveillai le lendemain matin au bruit d'un moteur qui démarrait. Je repoussai les couvertures, enfilai le jean de la veille et courus dehors en sous-vêtements et pieds nus. Le camion de Brandon était déjà chargé, moteur en marche, lui au volant. « Brandon !» Il baissa la vitre. « Bonjour, papa. Désolé, j'ai une urgence au travail. Il faut que je rentre à Spokane. Une urgence professionnelle à 6 heures du matin, un vendredi. »« Reste au moins déjeuner, dis-je. Mais même en disant ça, je savais que c'était inutile. »« Je ne peux pas. Vraiment désolé. Merci pour le dîner. » Il passa la marche arrière. « Brandon, je t'appellerai bientôt. » Nous savions tous les deux qu'il ne le ferait pas. Je restai dans l'allée et le regardai partir. Regardai son camion disparaître sur le chemin de terre qui traverse le verger. Regardai le nuage de poussière s'élever et se dissiper. J'attendis de voir s'il se retournerait, lèverait la main pour un dernier signe, toucherait ses freins. N'importe quoi pour témoigner que tout ça comptait, que je comptais. Il ne se retourna pas. Je restai là longtemps après que la poussière fut retombée et que le bruit du moteur se fut évanoui. Debout sur le gravier en pieds nus, à ressentir le froid du matin malgré la chaleur qui serait là à midi. Quelque chose s'était brisé entre nous lors de cette conversation sur la terrasse, quelque chose que je ne savais pas comment réparer. Ce que je savais, c'est que mon fils était parti sans se retourner, et je n'avais aucune idée de si ni de quand je le reverrais. Je ne me doutais pas, debout dans cette aube de juillet, que ce serait 4 mois avant de réentendre sa voix. 4 mois de silence. 4 mois avant cet appel de novembre où il dirait les mots justes. « Je suis désolé, j'avais tort. Peut-on tout recommencer ?» D'une voix si chaleureuse et sincère que j'y avais presque cru. Presque. Août passa dans le silence. Le 15, j'appelai Brandon et laissai un message pour lui dire que j'espérais qu'on pourrait parler, que je ne voulais pas que notre dispute nous définisse.
pas de rappel, pas de message. Rien. Septembre arriva avec un air plus frais et les premiers signes d'automne dans les cascades. Je rappelai, demandant si lui et sa famille allaient bien. Encore la messagerie. Encore le silence. Grace remarqua. Elle vint un samedi après-midi de fin septembre, me trouva dans le potager en train de laisser les mauvaises herbes envahir les tomates, une chose que Caroline n'aurait jamais tolérée. « Papa, dit-elle, les mains dans les poches de sa veste. La dernière fois que tu as eu des nouvelles de Brandon, c'était quand ? Juillet. Elle resta silencieuse un moment. Il te punit, tu sais, pour avoir dit non. Mais je n'arrivais pas à me défaire de l'idée qu'un meilleur père aurait trouvé les bons mots, le bon compromis. Le premier incident survint un jeudi de début novembre. Je rentrais du bûcher avec une brassée de chêne fendue. Ma botte se posa sur la 3e planche en partant de la porte. La planche céda. Je trébuchai, laissai tomber le bois, m'agrippai à la rambarde pour ne pas tomber. Le cœur battant, je restai là, un pied à moitié passé dans la brèche où la planche s'était soulevée. J'examinais les dégâts. La planche semblait en bon état, pas de pourriture, pas de fissure visible. Mais en regardant en dessous, les 4 vis qui devaient la maintenir avaient disparu. Pas desserrées, pas arrachées, disparues. Bizarre, dis-je à voix haute. J'ai dû oublier de les resserrer la dernière fois que j'ai fait des réparations. Je trouvais des vis dans ma boîte à outils et fixai la planche correctement. Je n'y repensais plus. 4 jours plus tard, je pris ma douche du matin. L'eau arriva bien. Température normale, bonne pression. Je venais juste de me mouiller les cheveux quand la température monta en flèche. De confortable à brûlant en quelques secondes. Je reculai en criant, glissai sur le carrelage mouillé, me rattrapai à la tringle du rideau de douche. Mon épaule, là où l'eau avait touché, brûlait comme si on m'avait marqué au fer. Après m'être séché, je descendis au sous-sol vérifier le chauffe-eau. Le thermostat était tourné à fond vers la droite. Maximum 71 degrés Celsius. Je le réglais toujours à 49 degrés Celsius. Toujours. Je fixai ce cadran pendant une minute entière. Est-ce que j'avais pu le heurter par inadvertance ? Je le remis à 49 degrés Celsius, appliquai de la crème sur ma brûlure à l'épaule et essayai de me convaincre que je n'étais pas en train de perdre la tête. 3 jours plus tard, j'avais besoin d'une corde dans le grenier de la grange. Je montais l'échelle de bois lentement, me hissais dans l'espace sombre. Je repérais la corde dans le coin du fond et traversais les planches du grenier pour l'atteindre. Ma botte se posa sur la 3e planche en partant de l'échelle. Elle bougea, comme une trappe qui n'était pas censée s'ouvrir encore. Je me figeai, tous les muscles bloqués. Très lentement, je repoussai mon poids sur la planche précédente et m'agenouillai pour examiner celle-là. Les clous étaient soulevés. Les 4 clous de fixation relevés d'environ 1 centimètre. En regardant le bois autour, je vis des marques fraîches d'outils. Quelqu'un avait glissé quelque chose en dessous pour les faire levier. Puis je regardai par la fente à côté. 3,60 mètres de chute directe sur le sol en béton de la grange. Je reculai à 4 pattes, sans faire confiance à aucune des planches, jusqu'à me retrouver sur l'échelle. Le cœur essayait de s'échapper de ma poitrine. Quelqu'un avait soulevé ses clous. Récemment. Quelqu'un était entré dans ma grange. Je rentrai à la maison d'un pas mécanique et appelai Grace. Je lui racontai tout. Les 3 incidents l'un après l'autre. Sa réaction fut immédiate. « Papa, appelle la police maintenant. »« Et si j'imagine des choses ?»« Papa. » Sa voix était douce mais ferme. « 3 accidents en 1 semaine, ce n'est pas de la paranoïa. Quelqu'un fait ça. » Nous parlâmes encore 10 minutes. Grace essayant de me convaincre, moi résistant. En fin de compte, je lui dis que j'y réfléchirais. Elle me fit promettre de changer les serrures à minima. Je conduisis jusqu'à Wenatchee, achetai de nouvelles serrures à la quincaillerie et passai l'après-midi à les poser. Remontai dans le grenier de la grange et enfonçai correctement ses clous. Quand j'eus terminé,
Le soleil se couchait et je me sentais légèrement ridicule. Le lendemain matin, mon téléphone sonna. Le nom de Brandon s'afficha. Je le regardai un moment. 4 mois de silence et maintenant ça. Je décrochai. Sa voix était chaude, plus qu'elle ne l'avait été en juillet. « Papa, je suis désolé. J'ai beaucoup réfléchi et j'avais tort en juillet, en te mettant cette pression. Je n'aurais pas dû faire ça. L'excuse que j'attendais. Mes soupçons, la peur qui s'était accumulée toute la semaine, tout fondit comme le givre au soleil. Je me demandais, continua-t-il, si on pourrait venir te voir pour le nouvel an. Nous tous, Vanessa, Ethan, Lily, repartir à zéro. Ce serait possible ? Ce serait merveilleux, m'entendis-je dire. Peut-être que j'avais été paranoïaque. Peut-être que les accidents n'étaient que des accidents. Peut-être que mon fils avait passé 4 mois à réfléchir à notre relation et avait décidé de réessayer. Après avoir raccroché, je restais là, le téléphone à la main, ressentant quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, pour la première fois depuis des mois. Le murmure d'avertissement de Grace me revint en mémoire. Il n'appelle que quand il veut quelque chose. Mais je l'écartai. Mon fils revenait pour le nouvel an. On repartait à zéro. Tout allait bien se passer. 2 semaines s'écoulèrent dans une paix relative. Brandon rappela une fois à la mi-décembre pour confirmer les plans. Sa voix était détendue. Il demandait ce que les enfants devaient apporter si Ethan aurait besoin de bottes de neige pour jouer dans le verger. Quand je raccrochais, je ressentis quelque chose que je n'avais plus éprouvé depuis des mois, l'impression d'avoir encore une famille. Le 18 décembre, je conduisis jusqu'à Wenatchee chercher mon renouvellement mensuel d'ordonnance. Je prenais du lisinopril contre l'hypertension depuis 2018, 20 mg 1 fois par jour, chaque matin avec le petit déjeuner. Paul Richmond, pharmacien à la pharmacie familiale de Wenatchee depuis 30 ans, l'avait toujours prêt le 18. « Bonjour, Tom. » Paul me tendit le sac blanc par-dessus le comptoir. « Comment va le verger ?»« Calme à cette époque de l'année. Brandon vient pour le nouvel an avec sa famille. » Les sourcils de Paul se levèrent. Il était au courant de l'éloignement. « C'est bien. La famille, c'est important. » Je payai, pris le sac, rentrai. Ce soir-là, je pris mon comprimé avec le dîner. J'étais à l'évier de la cuisine, verre d'eau dans une main, flacon dans l'autre, quand quelque chose m'arrêta. J'avais secoué un comprimé dans ma paume et j'allais l'avaler quand je remarquai. La forme était juste, ovale, striée au milieu. Mais la couleur ne correspondait pas. Au lieu du rose pâle que je prenais depuis des années, ce comprimé était d'un blanc crayeux. Changement de marque générique, me dis-je. Ça arrive parfois. Je l'avalai sans y penser davantage. Le lendemain matin, je me réveillai avec la tête légère. Pas suffisamment pour m'inquiéter. J'avais travaillé trop longtemps dans le froid. Glycémie basse, probablement. Je m'obligeai à manger du porridge et me sentis un peu mieux. Mais dans l'après-midi, des nausées avaient commencé, une espèce de roulis dans l'estomac qui me fit sauter le déjeuner. Le 20 décembre, je me réveillai avec la pièce qui tournait. Je me redressai trop vite et le plafond bascula. Je m'agrippais au bord du matelas jusqu'à ce que les choses se stabilisent, puis descendis prudemment, une main sur le mur. Les nausées étaient pires. Je ne pouvais rien avaler. Juste du café, bu lentement en restant parfaitement immobile. Vers midi, monter les escaliers pour vérifier un robinet qui fuyait me laissa essoufflé et en nage. Mon cœur battait à tout rompre, comme si j'avais couru 1 kilomètre. « Ce doit être la grippe, » dis-je à voix haute. « Il faut juste que je me repose. » Mais je n'avais pas de fièvre. Ce n'était pas une grippe. Quelque chose n'allait pas. Le matin du 21 décembre, je faillis m'évanouir dans la grange. J'étais allé vérifier le tracteur. Je me tenais debout, la main sur le capot, quand le vertige me frappa comme une vague. La grange oscilla. Ma vision se rétrécit à un tunnel.
Je m'agrippais au poteau le plus proche et tombais sur un genou sur le béton. Mon cœur faisait quelque chose qu'il n'avait jamais fait. Manquait des battements, s'emballait pour rattraper, manquait encore. Irrégulier, affolé. Je restai agenouillé ce qui me parut 10 minutes, la tête baissée, respirant lentement, attendant que le monde cesse de tanguer. Quand je me sentis enfin assez stable pour me relever, je rentrai dans la maison très lentement et m'effondrai lourdement sur une chaise de cuisine. Ce n'était pas la grippe. Quelque chose n'allait vraiment pas. Je montai dans la salle de bain et ouvris l'armoire à pharmacie. Tout au fond, mon ancien flacon de lisinopril d'octobre. Je n'avais jamais pris le temps de le jeter. Je pris les 2 flacons et les portai à la table de cuisine dans la lumière vive de l'après-midi. De l'ancien flacon, je sortis un des 3 comprimés restants. Rose pâle, revêtement lisse, impression nette, lisinopril 20. Du nouveau flacon, j'en sortis un autre. Blanc crayeux, revêtement rugueux, presque poudreux. L'impression était là, mais brouillée. Je les tins tous les 2 face à la lumière de la fenêtre. Ils n'avaient rien en commun. La poitrine se serra. Une peur froide, pure. Je pris mon téléphone et appelai la pharmacie. 20 minutes plus tard, j'étais debout face au comptoir, les 2 flacons posés devant moi. Paul avait fermé la porte de la salle de consultation. Il prit un des comprimés blancs et l'examina sous sa lampe de bureau. Puis il fit quelque chose qui me retourna l'estomac. Il gratta légèrement le revêtement avec son ongle.